On va en parler justement aussi de l'audit énergétique. Ok, il est 11h01, je vais connecter, hein. Ok, tout le monde est prêt? Ouais, c'est toujours prêt. Euh, voilà, nous sommes connectés. Voilà, tout le monde arrive effectivement. Bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Diagactu. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Vous êtes très nombreux, je vous en remercie, hein. Vous étiez plus de 400 inscrits à ce webinaire. Donc, vous arrivez là en ce moment. Donc, évidemment, hein, c'est le sujet d'actualité du moment. On va essayer de prendre un peu de temps ensemble pendant 1 heure pour dresser un peu les grandes lignes, hein, des annonces qui ont été faites, notamment via cette fameuse réunion du 4 octobre, c'était lundi dernier, hein, la ministre a annoncé un certain nombre de mesures. On va revenir rapidement aussi sur la suspension, cette décision de suspendre certains DPE, quand même, qui est une décision lourde de conséquences. Et ça, c'était le 24 septembre de mémoire. Et puis, on va surtout essayer voilà, d'anticiper là, les prochains jours, les prochaines semaines de DPE sur le terrain avec vos clients, vos prescripteurs, vos partenaires. C'est vrai que la situation est quand même pas simple. Il faut évidemment bien la maîtriser pour pouvoir aussi évidemment la présenter et l'expliquer à ces différents partenaires. Je vais laisser un peu le temps à tout le monde d'arriver. Tout le monde, voilà, on est à peu près 200 connexions pour le moment. Sur le plan technique, n'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions par chat. Donc ça, c'est l'onglet qui s'appelle discussion ou questions-réponses, et questions-réponses plus précisément. Donc c'est l'onglet qui se trouve en bas, dans la barre d'outils en bas, hein, c'est l'outil Zoom que l'on utilise à partir d'aujourd'hui. Donc vos questions par écrit, vous n'avez pas le son, hein, puisqu'on est évidemment trop nombreux, voilà. Mais n'hésitez pas dès maintenant à faire vos commentaires, poser vos questions, je les relayerai à nos deux invités du jour. Comme toujours, le webinaire est enregistré, donc de toute façon, vous pourrez le revoir dès cet après-midi. Le lien sera actif sur le site Diagactu. Voilà, et puis, écoutez, je vais laisser encore le temps à tout le monde d'arriver. On est encore à 200, à peu près 200 participants. N'hésitez pas à me confirmer, hein, que tout fonctionne bien. Je vois une question là qui arrive justement. Pascal qui nous dit bonjour et merci pour ce webinaire. Eh ben, merci à vous. Bonjour à vous également. Nos deux invités, écoutez, vous les connaissez, hein, j'ai presque plus le besoin de vous les présenter. Ce sont les deux principaux représentants de votre profession. Laurent, merci, il nous dit que la connexion est parfaite. C'est parfait. Merci à vous. Le président de la FIDI, Lionel Jeannot. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Et Thierry Marchand, président de la Chambre des diagnostiqueurs de la FNEM. Bonjour Thierry. Bonjour Alain, bonjour Lionel, bonjour à tous. Merci à tous les deux, hein, d'avoir pris le temps d'être ensemble pour faire le point sur la situation du moment, sur ce dossier du nouveau DPE et de pouvoir justement échanger, répondre aux questions directement aux diagnostiqueurs. On a vraiment besoin là en ce moment d'échanges, d'explications, hein, de commentaires. C'est une situation qui est évidemment nouvelle pour beaucoup, notamment depuis le 24 septembre avec cette décision de suspendre un certain nombre de DPE, la fameuse réunion du 4 octobre, donc, sur lequel on va revenir bien sûr. Et puis les arrêtés, hein, il y a deux arrêtés, on va le rappeler, on va en reparler bien sûr, les deux arrêtés qui sont en cours de signature et sont peut-être déjà signés, devaient être signés au plus tard aujourd'hui, nous avait dit la ministre. Donc ils seront sans doute publiés dans le courant de la semaine prochaine. On va en parler aussi du contenu de ces arrêtés, puisqu'évidemment ils vont modifier la méthode avec les certain nombre de points, hein, qui ont été définis, déterminés, identifiés par
le ministère. Donc, on va revenir aussi sur ces points techniques. On n'ira pas dans le détail de ces points techniques parce que ça nous prendrait trop de temps, évidemment. Alors, je vous renvoie évidemment vers la FNEM, vers la FIDI, vers votre organisme de formation, de certification, vos partenaires, vos collègues, pour reparler de ces points techniques. À Diagactu, on fera également un webinaire très technique sur cette nouvelle méthode également du nouveau DPE. Je vous en tiendrai informé également. Voilà, eh bien, on va démarrer ce webinaire. Tout le monde est à peu près là, je pense. 216 connexions, 400 inscrits. Voilà, d'autres viendront nous rejoindre en cours de route. Je vais poser la première question peut-être à Lionel, qui est plus une réaction plutôt qu'une question, mais on va revenir sur cette... D'abord, l'entrée en vigueur, bon, ça on le connaît, du 1er juillet, dans les conditions que l'on connaît, dans les conditions difficiles. Et cette décision, tout de même lourde de sens du ministère, de devoir suspendre un dispositif qu'il avait lui-même mis en place, ce qui est quand même un vrai problème, Lionel, malgré pourtant toutes les alertes, notamment celle de la FIDI, depuis des semaines, des mois même. La FIDI notamment disait on va devant de grosses difficultés si le nouveau DPE entre en vigueur au 1er juillet, sans report et sans davantage d'entraînement et une période d'adaptation. On en est là, on est obligé de suspendre. C'est quand même très dommage, Lionel, non? Alors, c'est sûr qu'on aurait préféré avoir tort et que ça se passe de façon un peu plus fluide. Bon, il s'avère que en effet, c'est compliqué et de toute façon, vu le nombre d'autotests qui ont été réalisés au 1er juillet, ça ne pouvait qu'être difficile et ça l'est. Alors, après, la suspension, lourde de sens, mais quand même intéressante. Intéressante sur un premier point qui est de dire que les pouvoirs publics reconnaissent qu'il y a quand même forcément des choses à corriger et que pour fiabiliser le DPE. Et ça, c'est important. Alors oui, certains vont dire, oui, mais on aurait pu anticiper dès le départ. Bon, c'est pas le cas. C'est déjà bien que cette suspension intervienne parce que ça permet auprès de nos clients, parce que c'est ça le sujet, on a tous le même quotidien, c'est que nos clients posent des questions, nos clients ne comprennent pas, et on leur dit depuis le 1er juillet qu'il ne faut pas se précipiter sur le nouveau DPE et que s'ils peuvent utiliser l'ancien, puisque je rappelle à tous qu'il y a quand même une période de tuilage avec les anciens DPE. Bon, ça permet d'étayer ce que l'on a toujours dit en disant c'est en cours de fiabilisation, ne nous précipitons pas. Et puis, deuxième point, la suspension en tant que telle n'a de suspendu que le mot, puisque en réalité, les obligations du vendeur, du propriétaire qui met en location son appartement n'ont pas changé. Si demain, l'acte doit être signé, il doit fournir un DPE tel que le prévoit la législation. Donc, il n'y a pas de suspension d'obligations, des obligations réglementaires. En revanche, sur la mise en location, sur la mise en vente, là où l'affichage aurait dû être fait pour le DPE, puis là, le professionnel a la possibilité de mettre DPE en cours et les pouvoirs publics nous ont bien dit qu'il y avait une tolérance sur ce sujet-là de manière à ce qu'on fasse le relevé et que une fois le relevé fait, on ne sorte pas le document et qu'on le sorte une fois qu'on est passé la date du 1er novembre pour sortir le document idoine. Sauf si l'acte doit être signé avant, et dans ce cas-là, on sort le DPE avec le moteur de calcul actuel. Merci Lionel, on va revenir évidemment dans le détail de ces décisions de reddition ou de non-reddition des DPE qui ont été réalisées depuis le 1er juillet. Thierry, vous parliez d'une décision sage du ministère et courageuse d'ailleurs de devoir, de suspendre en tout cas un temps et donc de revoir un peu sa copie. Oui, parce que le dispositif qui a été lancé le 1er juillet, on le savait tous qu'on allait avoir des problèmes qui auraient été dus normalement de l'ordre du réglage et du gros réglage dans certains cas. Donc cette date n'avait pas pu être reportée parce qu'elle est inscrite fondamentalement dans la loi et c'est très compliqué à modifier les dates. Néanmoins, il y avait une période de lancement ce mois de juillet. Les premières alertes, en ce qui me concerne, on a commencé les premières alertes le 5 juillet auprès du ministère et sur certains thèmes bien précis.
qui ont d'ailleurs été modifiés dans le projet d'arrêté. Et c'est vrai que c'est une décision sage et difficile pour un ministre de se rendre compte que son ministère, parce que c'est ça la vérité, son ministère a été défaillant sur les alertes, sur le processus de contrôle du dispositif. Pour faire simple, le DPE tel qu'il a été conçu, une nouvelle version devait engager la responsabilité de l'État, engage la responsabilité de l'État sur un prévisionnel de 4 800 000 logements passoires thermiques F et G, et on s'est retrouvé avec une évolution à pratiquement le double. Donc, ce qui a déterminé, c'est que le moteur en tant que tel fonctionne. Bon, il y a les éditeurs de logiciels ont fait un boulot absolument remarquable. Je pense que personne ne pourra dire le contraire. Ils ont vraiment été sur la brèche depuis quelques mois et ils sont toujours d'ailleurs sur la brèche. Ils ont fait un boulot absolument exceptionnel. Néanmoins, les données qu'on leur a données et les informations qu'ils ont remontées, que les fédérations de diagnostiqueurs ont remontées, arrivaient à un niveau que c'était bloqué. Donc, la suspension a été actée par la ministre parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un dysfonctionnement de ces remontées terrain. Et la suspension n'a que, comme le dit justement, que son nom, puisque ça ne s'appuie sur aucune valeur juridique, sur aucune donnée juridique. Un DPE tel qu'il est aujourd'hui est inscrit dans la loi et seule une loi peut modifier son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, il est obligatoire lors d'une vente, lors d'un acte authentique. La seule chose qui est aujourd'hui acceptée, tolérée, c'est que la DGCCRF ne puisse pas sanctionner des agents immobiliers qui n'auraient pas mis l'annonce du DPE correct en vitrine et ne demandent pas systématiquement que le DPE soit réalisé avant la mise en vente. Ça, c'est la théorie, parce que dans la pratique, et je pense que, à moins qu'on me dise le contraire, je pense que le DPE a continué de réaliser. La suspension faite par la ministre a été une suspension extrêmement politique pour montrer qu'elle avait bien compris la problématique du DPE et qu'il fallait dès à présent prendre acte de ses erreurs et rectifier les erreurs. Alors les erreurs, c'est surtout sur des points techniques, on en parlera, mais des points techniques qui ont fait qu'on a complètement rendu complexe le nombre de passoires thermiques. La passoire thermique, c'est environ 17% du parc en France des logements. On est passé à 28% avec ce nouveau dispositif. Et on était sur les bâtiments avant 45, on était à plus de 40%. Donc là, on est complètement en dehors des règles, des exigences du gouvernement, puisque derrière, je rappelle que le DPE a un objectif, c'est de faire de la rénovation énergétique. Je vous laisse imaginer les budgets et les sommes colossales que l'État doit mettre en place pour pouvoir revenir à un niveau correct. Donc, soit le dispositif fonctionnait très bien, et soit on a effectivement 40% de passoires thermiques ou 28% de passoires thermiques, ce dont je ne pense pas que ce soit une vraie réalité aujourd'hui. On a sûrement plus de passoires thermiques qu'on l'a bien voulu nous le dire et l'estimer, mais ça c'est un autre sujet, ce sont des sujets politiques. Donc l'intérêt était de recaler cette obligation sur le DPE et rappeler l'essence même du DPE. Merci Thierry. Alors, rapidement, hein, sans rentrer dans le détail des points techniques hein, qui ont été identifiés par le ministère et donc qui seront intégrés hein, à cet arrêté, ces deux arrêtés modificatifs qui doivent paraître dans la semaine prochaine sans doute, notamment donc des évolutions pour une meilleure prise en compte hein, des murs hein, pour les immeubles d'avant 1975, des modifications sur la ventilation naturelle par ouverture des fenêtres, des modifications sur la perméabilité à l'air, également des modifications qui concernent également les auxiliaires d'ECS dans les immeubles collectifs. On parle aussi d'une révision du coût hein, du kilowattheure pour les énergies de réseau. Je crois qu'il y avait un projet de coût unique, on va peut-être en reparler ensemble toutefois, et puis des évolutions sur le confort d'été. Hein. Au niveau des surfaces vitrées. Ce coût unique, je crois qu'il y a une mise à jour donc, qui est prévue pour ces coûts d'énergie. Le ministère avait proposé un coût unique, c'est bien ça, et il me semble que vous étiez tout à fait. positionné contre cette idée-là. Alors, il y a plusieurs versions et il faut être prudent sur ce coût unique.
puisque hier encore, il y avait une réunion auprès des acteurs principaux. Et aujourd'hui, on a 5 hypothèses qui ont été présentées et devait arriver ce matin une 6e hypothèse. Vous voyez qu'on est quand même dans la dernière ligne droite. Sur les 5 hypothèses, il y a évidemment des prix, des systèmes de… À l'origine, soit on revenait au système de DPE 2012 en mode de calcul, soit la version 2021 est un système avec des tranches, et qui a fait qu'on avait des coûts absolument prohibitifs par rapport à la vraie vie de nos concitoyens. Et puis, il y a d'autres types d'indicateurs. Bon, ça, c'est technique, avec plusieurs d'autres types d'indicateurs et avec des indicateurs lissés pour pouvoir être le plus proche de la réalité. C'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. En plus, vous avez pu vous rendre compte que l'électricité et le gaz en particulier augmentent de 30% actuellement. Donc, avoir une vraie réalité du coût du kilowattheure énergie par rapport au dispositif pose énormément de soucis. Est-ce qu'on y intègre, comme c'est prévu, l'abonnement ou on n'intègre pas l'abonnement dans le prix Tout ça fait que c'est complexe. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on soit prudent sur donner des informations. J'attends de voir ce qui va réellement sortir. Hier soir à la réunion, il n'y avait pas une majorité absolue sur une hypothèse, puisqu'on a tout le monde a des bonnes idées. Il n'y a pas une bonne idée que des mauvaises. Je pense qu'on a tous une vision. Merci Thierry. Lionel, votre sentiment sur ces évolutions majeures du moteur de calcul? Alors là, on n'est pas sur le moteur de calcul, on est sur l'estimation globalement, oui. L'estimation de consommation d'énergie, et c'est pas neutre, parce que même si ça joue pas sur l'étiquette, psychologiquement, et on l'a tous vu quand on livre un DPE, et quand on a une consommation qui est de l'ordre de 30, 50, voire 100% plus que la réelle, on a une réaction, le signal est très très mauvais psychologiquement pour la crédibilité du DPE et pour les personnes qui reçoivent le DPE. Donc du coup, il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics sur le sujet parce qu'on aura remonté. Mais techniquement, c'est compliqué parce qu'en effet, on n'a pas tous la même façon de se chauffer. Donc, de toute façon, on ne pourra pas coller à la réalité. Ce qu'a dit très justement Thierry, il y a plusieurs hypothèses de manière à avoir une estimation la plus fine possible et qui soit justement en phase. Maintenant, et à mon avis, quelle que soit l'hypothèse retenue, c'est qu'il faut qu'il y ait une explication et une transparence par rapport au calcul qui est fait, c'est-à-dire le coût de l'énergie qui est choisi et quel type de modélisation est retenu. Parce que chacun, en fonction de l'occupation du local et en fonction de sa façon de vivre, n'aura pas la même conso. Donc c'est important d'être transparent de manière à éviter qu'on ait des réactions des réactions qui ne soient pas les bonnes. Et surtout, encore une fois, ce n'est qu'une estimation théorique. Et donc voilà. Donc on est a priori, on est dans le choix des différentes hypothèses et pour l'instant, c'est pas retenu. Et ce qui est intéressant par rapport à avant le 1er juillet, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit sur les différentes évolutions liées au moteur, que ce soit sur ce sujet-là, les éditeurs, les pouvoirs publics, les diagnostiqueurs évidemment, sont tous concernés. Et là, il y a vraiment des échanges et une écoute pour régler le problème rapidement et de façon constructive. On est dans une configuration qui est complètement différente d'avant le 1er juillet. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'être quand même un peu optimiste sur l'évolution du DPE et sur la fiabilisation, parce que toutes les parties prenantes prennent le sujet à bras le corps. Alors, vous étiez tous les deux présents et vous représentiez… Si je peux me permettre, Alain, j'aurais rajouté un petit point très rapide sur cette… Je rappelle que la loi impose que ça soit des données, que les consommations énergétiques soient données en données conventionnelles et non pas en données réelles, que ce n'est pas réellement une volonté des pouvoirs publics, des diagnostiqueurs, des professionnels de l'immobilier, cette exigence de donner cette information sur le DPE, mais que c'est une exigence du législateur et des associations de consommateurs qui voulaient absolument qu'on mette en adéquation le DPE et la consommation énergétique. Donc, on a une obligation légale, une obligation législative et qu'on doit répondre. Mais tous les acteurs étaient étaient pas tous positifs sur ce choix. Donc, c'est une contrainte qu'on doit appliquer.
Voilà, donc le ministère a donné ses consignes, hein, elle les a donc présentées le 4 octobre, hein, comme je le disais. Vous étiez présent à cette réunion pour représenter la profession avec d'autres acteurs, bien sûr, de ce dossier, les professionnels de l'immobilier, les notaires, etc. Donc, le ministère prévoit qu'il y ait une réédition automatique des DPE, des logements d'avant 75, étiquette F ou G, et une réédition possible sur demande des propriétaires pour les logements d'avant 75, pour les étiquettes D et E. Comment ça va se passer en pratique? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, Lionel, par exemple? Alors, aujourd'hui, d'une façon très pratique, euh, on n'est pas en mesure, enfin, on n'est pas en mesure de répondre et donner une réponse précise. Pourquoi? Parce qu'on est en cours de réalisation des rendez-vous avec les pouvoirs publics pour, d'une part, organiser le système. Une chose qu'il faut dire en amont, c'est que déjà, les pouvoirs publics ne veulent pas que ce soit à la charge, on le sait tous, des clients finaux. Donc, ça veut dire que c'est à la charge des diagnostiqueurs, puisque c'est du travail supplémentaire de sortir les documents. Donc, premièrement, c'est qu'il y a une indemnité qui soit en phase avec le travail que ça représente. Alors, certains vont dire combien. Aujourd'hui, incapable de vous dire combien, ce sera en dizaines d'euros de manière à ce que ça corresponde au travail effectué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment. Et là, on est en train de réfléchir tous et avec les pouvoirs publics pour voir quel sera le cheminement le plus simple de manière à pouvoir obtenir une indemnisation qui soit en phase avec les rééditions qui seront faites par les diagnostiqueurs. Thierry, sur ce sujet de l'indemnisation des diagnostiqueurs. Déjà, le mot indemnisation est le bon mot, puisque c'est bien une indemnisation, ce n'est pas un défraiement, ce n'est pas une facturation, c'est vraiment une indemnisation, puisque la mission a déjà été réalisée. On va reproduire un nouveau DPE qui sera basé par rapport à l'édition faite. Il y aura peut-être des choses à modifier parce qu'il peut y avoir des données complémentaires à rajouter. On n'a pas, tant que l'arrêté n'est pas sorti, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment une indemnisation. Savoir quels sont les DPE indemnisés et quels sont les DPE non indemnisés. Aujourd'hui, ce qui a été annoncé par la ministre, puis quand on connaît à peu près les évolutions, on a pu voir les statistiques qui ont été données par l'ADEME. Et c'est vrai qu'il est préférable que ce soit dans un premier temps les F et G, mais je ne vous cache pas que les E et D vont poser énormément de problèmes et que le propriétaire, finalement, sera à l'initiative. Mais je doute beaucoup que ces E et G ne puissent pas également être, pour la très grande majorité, ne pas être faits. Mais ça, je laisse. Il y a un travail qui est en train d'être construit avec le Conseil supérieur de l'immobilier, Conseil supérieur de notariat, pardon, et les organisations professionnelles de l'immobilier pour définir une doctrine commune et déterminer quel sera réellement l'axe à fournir. En tout cas, tout ce qui est F et G, avant 75, les immeubles avant 75 devront être refaits systématiquement. Mais soyons prudents sur le fait de les refaire systématiquement. Attendons un peu. Là encore, on a été un peu échaudés, donc il faudra probablement attendre la mise en place du nouveau dispositif et qu'on soit quasiment sûr qu'on n'ait pas de bug majeur. On aura sûrement des petites bricoles encore à la marge, mais ça restera à la marge pour des biens à la marge. Pour la grande masse des bâtiments, une fois qu'on est sûr que ça s'est stabilisé, et suite à une remarque que j'ai moi approuvée de la FIDI lors de la réunion du 4 octobre, c'est vrai que si on peut reporter cette date de grand remplacement des DPE, il vaut mieux le faire le plus raisonnablement possible, au moins un mois après la sortie du nouveau dispositif. Donc soyons vigilants, voilà. Mais oui, il faudra refaire une grande partie des DPE. Aujourd'hui, ça va représenter probablement plus de 100 000 DPE. Plus de 100 000 DPE en F et G. Hein. C'est d'ordre de grandeur. Si on prend les E et les D, c'est pas loin de 100 000 en plus. Hein. Donc, vous imaginez le volume de travail que ça va représenter. Et j'ai vu des remarques dans le chat tout à l'heure. Oui, tout ne sera pas automatisé. Je conçois parfaitement qu'on ne pourra pas appuyer sur un bouton et ressortir un document. On appuiera sur un bouton, on sortira un document, il faudra peut-être refaire des modifications
parce qu'il y a des choses avant de le sortir, puisqu'on aura peut-être des informations à donner dans les murs sur l'isolation des murs qu'on n'avait pas précédemment fait, parce qu'on n'avait pas la possibilité de le faire. Donc soyons pragmatiques, attendons déjà que l'arrêté soit sorti et voyons comment on va pouvoir se positionner. Ah, justement, les deux arrêtés, enfin en tout cas l'arrêté principal qui intégrera ces améliorations doit paraître dans le courant de la semaine prochaine, hein. Il doit être signé, vous avez dit la ministre, au plus tard aujourd'hui, avec une entrée en vigueur immédiate, hein, en tout cas le lendemain de la publication. Mais encore faut-il que les logiciels soient prêts et eux-mêmes intégrer toutes ces évolutions. Est-ce que vous avez une vue d'ensemble? Où est-ce qu'on en est par rapport à ces logiciels? Est-ce qu'ils sont prêts selon vos informations? Certains sont prêts, pas tous encore. Même si les modifs qui sont faites sont pas nouvelles, hein, donc on les a évoquées, les éditeurs les connaissent. C'est en train de se préparer. Donc ça veut dire que sur le planning, on a un arrêté qui sortirait le 11, entre le 11 et le 15, que certains éditeurs pourront dans la foulée sortir les logiciels. Maintenant, il ne faut pas vous dire qui. Et ça veut dire qu'il restera 15 jours jusqu'au 1er novembre. Après, la grande question, c'est de dire, est-ce que ça va être la même chose que le 1er juillet? Non, ce ne sera pas la même. Parce que, j'allais dire, toutes les parties prenantes sont complètement dans une autre logique. Donc, si on doit repousser de quelques jours, ce sera repoussé de quelques jours. Parce que les représentants diagnostiqueurs, les éditeurs sont plus écoutés, les pouvoirs publics sont à l'écoute. Et donc voilà. Donc, aujourd'hui, le planning, c'est ça. Et vu la motivation et l'implication des uns et des autres, ça peut fonctionner, mais ça peut être aussi décalé de quelques jours. Thierry, donc pas de précipitation cette fois-ci, hein. On apprend de ses erreurs, notamment le ministère, mais on fait les choses correctement dès la publication de l'arrêté, hein, Thierry. Tout à fait, je rejoins Lionel, on avait beaucoup plus écouté. C'est vrai que les publications devaient sortir assez rapidement. On a prévenu qu'il fallait essayer de quand même donner du temps au temps, même si on a bien conscience, enfin nous on a bien conscience de l'urgence de retrouver à la normale, surtout pour les transactions immobilières, pour notre client final. Finalement, pour notre client final, le propriétaire a besoin d'un DPE sécurisé le plus possible, mais ne le faisons pas n'importe comment. Là, on voit bien, quand on est assisté à la réunion qu'il y avait donc tous les jeudis après-midi, qu'il y a encore des points de vigilance. On sent bien que les éditeurs de logiciels, je peux rassurer, ont bien pris en compte cette urgence aussi et souhaitent être opérationnels le 1er novembre, au plus tard le 1er novembre. Mais il y a encore des petits points à affiner et certains petits points, vous savez, ça se cache souvent dans des petits recoins, les problèmes. Et il ne faudrait pas qu'on ait des petits problèmes qui deviennent des gros futurs. Moi, c'est mon inquiétude, hein, c'est de ne pas avoir vu un élément mineur qui semble mineur et qui peut avoir une conséquence majeure. Donc, voilà. Sur le fond, on sait que ça va avancer. Sur le fond, les éditeurs sont, à mon sens, pratiquement tous prêts. Ils ont du travail à faire, ils le savent très bien. Il y aura certaines choses qui seront, entre guillemets, on leur donnera plus de temps pour se mettre à jour vis-à-vis surtout de la relation avec l'ADEME. C'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est de sortir un DPE le plus stable possible pour nos clients. Je crois qu'effectivement, comme je rejoins Lionel, on a vraiment cette prise de conscience de tous les acteurs et cette écoute de tous les acteurs et cette réactivité aujourd'hui du ministère que nous n'avions pas. On pose une question, on a une réponse ou plus rapidement. Et pour rebondir, juste un petit mot sur ce que vient de dire Thierry. Jusqu'à aujourd'hui et depuis le 1er juillet, on a eu des échanges permanents toutes les semaines avec la DHUP, sur lequel il y a eu des modifs sur le logiciel fait par la DHUP et qui ont permis d'améliorer les choses. Donc ça, c'est du travail masqué qui a eu lieu. Alors, vous me direz, c'est normal, ça aurait dû être fait avant, mais peu importe. Et c'est quand même important de le dire. Et ça veut dire aussi que là, les modifs qui sont faits sont importantes et vont faire bien avancer les choses et stabiliser sur 80-90% de la logique DPE. Maintenant, il restera encore des choses à fiabiliser, hein. Peut-être de moins grande ampleur, peut-être plus fines,
mais ce sera nécessaire. C'est-à-dire que le 1er novembre ou le 3 novembre, tout sera pas fini. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Oui. Le DPE est quelque chose de complexe. Enfin, vous le savez tous, on marche à l'envers. Hein. C'est-à-dire que sur des constats, on essaye de déterminer de quoi est constitué le bâti. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir tous les cas. Enfin bon, on est tous des diagnostiqueurs, on le sait tous. Thierry, la notion d'opposabilité juridique dans ce contexte très particulier, je sais que c'est une inquiétude quand même des professionnels du diagnostic. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette responsabilité des diagnostiqueurs dans le contexte là, dans cette période que l'on vit très particulière? Alors, ne confondons pas responsabilité et opposabilité. L'opposabilité, elle est inscrite dans la loi. Donc, c'est le législateur qui l'a imposé. C'est ne peut être que le législateur qui peut le suspendre ou le mettre ou le reporter ou l'annuler. Donc, aujourd'hui, Mme Vargon a été très claire le 4 octobre. L'opposabilité existe et restera. Le souci que l'on a, c'est que le diagnostiqueur est engagé en responsabilité vis-à-vis de son diagnostic, mais l'opposabilité, elle est portée avant tout par le propriétaire. C'est le propriétaire qui doit fournir un DPE fiable et acceptable à son acquéreur ou à son locataire. Là, aujourd'hui, moi, je laisse, comme je disais en préambule, je laisse la construction d'une doctrine entre les notaires et les professionnels de l'immobilier pour savoir comment on va se situer, comment on va se positionner, tel ou tel diagnostic. Il y a énormément d'exemples. J'ai été en réunion avec la FNAIM, on a échangé, on a énormément de possibilités, énormément d'exemples possibles. Donc, il faut être vigilant et prudent. Le diagnostiqueur ne doit pas s'immiscer dans cette situation de savoir si le DPE qui a été erroné, la responsabilité du propriétaire est engagée ou pas. Par contre, si le diagnostiqueur, lui, a fait des erreurs de saisie parce qu'il s'est trompé, il n'a pas rentré les bonnes mesures dans son DPE, sa responsabilité, elle reste toujours pleine et engagée. Mais par contre, sa responsabilité sur la note, le classement énergétique, il n'y peut rien. C'est pas lui qui fait le classement énergétique. C'est le système, c'est le modèle, c'est le moteur qui donne la consommation énergétique, mais c'est pas le diagnostiqueur qui a fait une faute. Alors, ce qu'on a demandé à Madame Vargon quand on l'a rencontré, puis son service, son cabinet proche, c'est surtout que le DPE qui soit renouvelé suite à un DPE déjà réalisé, mais le fait de refaire un nouveau DPE, qu'il y ait vraiment un document type qui soit intégré à ce DPE et qui engage la responsabilité de l'État pour préciser monsieur le client, monsieur Dupont, vous avez reçu un DPE par votre diagnostiqueur, nous vous renvoyons un nouveau DPE parce qu'on a eu des erreurs dans le système. Bon, ça, je laisse l'État faire son courrier, mais c'est l'esprit pour bien se rendre compte que cette erreur n'a pas été commise par le diagnostiqueur, que cette erreur a été commise par l'État et c'est l'ensemble de la population qui le supporte. Et la première population qui supporte, les diagnostiqueurs sont très inquiets et ils ont raison. Mais la première population qui est en ligne, qui supporte cette problématique, c'est, comme il l'a dit tout à l'heure Lionel, ce sont nos clients. C'est donc le propriétaire. Lionel, les diagnostiqueurs ne sont pas responsables, il faut le dire et le redire, de cette situation. De cette situation, non. On est responsable des informations que nous rentrons dans le DPE. C'est tout. Et donc, c'est vrai que les situations qu'il va y avoir par rapport à certains actes qui auront été signés avec un DPE et puis lors de la réédition, il va y avoir une étiquette, alors pas défavorable parce qu'elle sera meilleure qu'elle n'était, mais du coup, il faudra remonter l'histoire à l'envers pour savoir dans quel cadre s'est fait la vente ou la location et voir s'il y a eu une vente qui a été faite en fonction de l'étiquette. C'est assez compliqué, et c'est pour ça que, pour revenir sur l'opposabilité, on est responsable uniquement des informations que nous rentrons. Ça n'a pas changé, ça. On est bien d'accord. Très bien. On va essayer de prendre quelques questions. Alors, il y a beaucoup trop de questions. Je m'excuse déjà par avance parce qu'on ne pourra évidemment pas forcément développer tous les points que vous nous soumettez, mais il y a plein de choses intéressantes. Alors, un peu pêle-mêle, on parle notamment de sondages. Je ne sais pas, il y a des rumeurs. En tout cas, on parle beaucoup de sondages, d'évolution dans cette possibilité de faire des sondages destructifs ou non d'ailleurs pour faire le DPE. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Alors, oui, bon, vous le savez tous,
on réalise le DPE sur constat et sur la transmission de documents pour permettre de remplir le DPE. Bon. Il y a certains cas où, sur investigation un peu plus intrusive dans le bâtiment, on pourrait avoir cette information et permettre d'établir un DPE plus pertinent. Donc, c'est pour ça qu'on évoque, dans certains cas, sur des immeubles évidemment construits avant 75 et même largement avant, de penser à des prestations complémentaires qui vont prendre du temps, mais qui vont permettre d'avoir une idée plus précise du contenu du bâti pour justement étayer le DPE. Voilà, ce sont des échanges. Mais c'est plus pour avoir un DPE pertinent pour le vendeur ou le propriétaire qui met en location, qui ne va pas pouvoir prouver par le biais de documents précis quel type de travaux et quel type de matériaux il a utilisé à l'époque. Et aujourd'hui, vous pouvez avoir des logements qui font l'objet d'isolation et sur lesquels on ne va pas pouvoir intégrer l'information dans le DPE. Thierry, les 3 premiers mois d'expérimentation de ce nouveau DPE ont montré quand même beaucoup de difficultés. On s'y attendait pour récupérer les données, notamment auprès des syndics. Hein. C'est un vrai problème qui revient souvent. Là aussi, qu'en est-il? Est-ce que la nouvelle méthode peut améliorer ça? Ça ne va pas changer réellement la situation actuelle. Alors déjà, les syndics n'ont pas les données, devraient normalement les avoir. La plupart des syndics n'ont pas les données des copropriétés, des documents, tout simplement parce que les syndics, les copropriétés aujourd'hui changent de syndic assez régulièrement. Et toutes ces données qui doivent passer de main en main d'un ancien syndic à un nouveau syndic, ce n'est pas toujours transmis. Et également, je rappelle que 55% des copropriétés sont des copropriétés de moins de 10 lots qui ne sont pas gérées par des syndics professionnels, par des syndics bénévoles. Donc, dans certains cas, c'est comme des particuliers, ils font un super boulot et c'est super bien fait. Et là, il n'y a aucun problème, on a de la documentation. Et d'autres n'ont rien du tout. Alors, le problème que l'on a, et je rejoins là aussi sur Lionel, c'est-à-dire qu'on avait voulu, on l'a proposé depuis un moment, c'est une prestation complémentaire qui ne pourra pas être liée à la prestation du diagnostiqueur dans le cas du DPE. Est-ce qu'on fait des sondages entre guillemets destructifs? Donc, ce qu'a prévu le nouvel arrêté, c'est que on a aujourd'hui une observation visuelle, une observation directe ou indirecte. Indirect, c'est la possibilité peut-être de faire dans certains cas, des sondages très peu destructifs. Ce qui peut arriver, hein. Dans certains cas, on peut faire des choses assez simplement. Moi, j'en fais, donc je vois bien que des moments, on n'est pas obligé de tout casser pour voir certaines choses. Je ne démonte pas des prises électriques comme certains le disent. Moi, je ne suis pas dans ces démarches-là. J'ai besoin, vraiment, on a besoin de savoir ce qu'il y a dans certains murs. Mais je pense surtout pour les copropriétés, où là, ça va devenir un élément extrêmement fondamental. Il faudra imaginer une prestation complémentaire pour caractériser plus précisément les copropriétés et les immeubles collectifs, pas que les copropriétés, tous les immeubles collectifs, avec l'isolation ou pas des murs, savoir quel type de chaudière on a ou pas, est-ce que la puissance est bien marquée sur la chaudière ou pas. Donc, il va y avoir un travail complètement latéral au travail que l'on fait en tant que DPE pour caractériser les immeubles collectifs. Donc, c'est ça le sondage, c'est ça les bruits que vous pouvez peut-être entendre. C'est cette démarche-là où il faut qu'on ait une vision, une prestation complémentaire. Déjà, il y a des appels d'offres pour les bailleurs sociaux qui sont lancés, qui souhaitent qu'on fasse des DPE, mais on peut faire des DPE collectifs que si on a vraiment tous les éléments techniques du bâtiment, ça sera impensable. Et c'est surtout un élément qui est extrêmement important pour le propriétaire, ou pour le bailleur, ou pour le propriétaire des parties communes, puisqu'on a besoin de connaître précisément pour avoir le meilleur DPE possible. Je rappelle que dans les copropriétés, on ne peut pas imaginer de faire des sondages individuels, copropriétaire par copropriétaire, parce que ça va être une copropriété, ça va être un gruyère. Donc, il va bien falloir que ce soit un professionnel mandaté par le syndic, mandaté par la copropriété qui fasse ce job. Alors, je parle de la copropriété. Quand on revient à la maison individuelle, là, c'est nettement plus simple. Si le propriétaire veut qu'on puisse améliorer sa note et qu'on n'a pas l'information, eh bien, il va bien falloir qu'on fasse des sondages. Mais pour moi, les sondages, à moins que les diagnostiqueurs disent le contraire, pour moi, c'est une prestation complémentaire qui se facture.
Merci Thierry. Geoffroy nous pose la question tout simple. Le diagnostiqueur peut-il faire des audits énergétiques? Lionel, par exemple, et puis on passera à Thierry également. Alors aujourd'hui, s'il a les compétences et si il arrive à, enfin, s'il a les compétences, l'expérience requise, il pourra. Mais aujourd'hui, non. Notre euh, et c'est tout le sujet du futur audit dans le cadre des ventes pour les FG, c'est que on puisse faire évoluer les choses de manière à ce que des diagnostiqueurs, par rapport à une certaine obligation de formation complémentaire, puissent réaliser les audits dans le cadre des FG et dans le cadre de la transaction. Thierry, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'audit énergétique? L'audit énergétique qui est prévu par la loi climat et résilience, qui a été présenté dans un projet d'arrêté dernièrement, est un audit lié à une obligation vis-à-vis du vendeur. Un véritable audit, et les personnes qui font des audits le savent très bien, c'est un accompagnement de l'acquéreur, un accompagnement de la personne qui va engager les travaux. Donc, on a mis un peu la charrue avant les bœufs dans ce texte de loi, où on demande à un auditeur d'intervenir pour le compte du vendeur qui a eu qu'un seul projet, c'est de vendre sa maison au meilleur prix. Et donc, l'audit va avoir un gros souci, tel qu'il est conçu, de recourir à un grand nombre d'auditeurs professionnels du bâtiment. Le diagnostiqueur, tel qu'il est aujourd'hui, n'est pas prévu dans ce texte. Le diagnostiqueur peut le faire. Il y a des diagnostiqueurs qui le font déjà, des audits énergétiques, parce qu'ils sont RGE. Mais RGE, c'est une qualification différente, c'est une autre qualification bien particulière qui ne demande pas la compétence. Il y a des soucis juridiques extrêmement graves, enfin complexes, puisque l'audit énergétique tel qu'il est conçu va s'appuyer sur le DPE 2021. Donc sur le moteur du DPE 2021. C'est le seul point de référence qui fera office de pouvoir déclencher l'audit énergétique. Je mets au défi de comprendre un juriste ou un tribunal de savoir si l'audit a été fait par quelqu'un qui n'a pas la certification de compétence ou le DPE, lequel qui est le vrai, lequel qui n'est pas vrai. Donc là, on part sur une situation totalement instable. On s'est efforcé de montrer auprès de la ministre cette problématique. Pour moi, la plus simple des solutions, c'est que l'audit intègre, que la profession de diagnostiqueur intègre complètement l'audit énergétique, puisque c'est vraiment quelque chose qu'il a dans sa compétence. Alors peut-être, probablement pas tous les diagnostiqueurs, parce que les diagnostiqueurs de la maison individuelle n'ont pas tous probablement la compétence pour aller vers l'audit énergétique. Mais une grande partie d'entre eux peuvent le faire. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire, à quel titre nous n'aurions pas le droit de le faire, sachant que nous sommes formés, moi je sais que je suis ça depuis 2006, 2005-2006, donc on est formés, on a déjà suivi des formations, il y a eu des certifications dans le passé de conseiller énergétique, on travaille sur des prêts à taux zéro, on travaille sur des DPE projetés, et l'audit tel qu'il est conçu dans la réglementation actuelle, c'est tout simplement pour moi un DPE++. Alors je sais que pour faire plaisir à plein de monde, mais c'est un DPE++. Ce n'est pas un audit tel que je le conçois. Lionel, l'échéance du 1er janvier, parce que je rappelle, hein, cet audit devient obligatoire normalement au 1er janvier prochain. Est-ce qu'elle est tenable, cette échéance-là, vu le contexte du nouveau DPE? On est le 8 octobre. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si c'est tenable ou pas tenable. C'est en cours de discussion, les arrêtés sont en cours de rédaction, il y a des échanges. C'est vrai que même si il ne délaisse pas toutes les autres problématiques, l'urgence, c'est le DPE. Et aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire si on y arrivera ou si on n'y arrivera pas. Je ne suis pas devin. Bien. C'est dommage. C'est compliqué, hein. C'est un sujet compliqué parce qu'il faut que le DPE, pour que l'audit fonctionne, il faut que le DPE soit stabilisé. Pour que l'audit fonctionne, il faudra qu'il y ait un logiciel certifié, validé, spécialisé dans l'audit. Et vous avez le compteur, nous sommes le 8. L'audit doit être fait au plus tard le 1er. Il va falloir aussi former des gens parce qu'il il faut former pas mal de personnes sur ce sujet.
Aujourd'hui, les formations qui sont faites sur les audits sont faites sur des immeubles collectifs, ne sont pas faites sur des maisons individuelles, rarement. Donc, il y a vraiment une approche bien particulière à avoir, d'autant plus que les auditeurs qui aujourd'hui font des audits ne le font pas sur la méthode 3CL 2021, ils le font sur la méthode 3CL au mieux 2012, généralement des méthodes THCEX, d'autres types de méthodes. Moi, j'ai vu encore dernièrement sur des méthodes Excel de 2006, ça rappellera certaines personnes qui ont vécu ça dans le passé. Donc, c'est pas très clair, quoi. Il va falloir qu'on forme beaucoup de monde. Je donne pas de, j'ai un avis assez circonstancié sur la problématique de faire des audits énergétiques avant la mise en vente dès janvier. C'est compliqué. Pour revenir à l'indemnisation des diagnostiqueurs pour le DPE, je rappelle que la CDFNEB, la FIDI et LDI font des propositions communes sur ce sujet-là. Quand est-ce qu'on aura des précisions? Est-ce que le ministère fera des arbitrages? À quel moment? Sur le montant de l'indemnisation et sur les modalités aussi pour dans les jours à venir. On est dessus. Après, voilà. Mais c'est sûr qu'on fait des propositions communes. Moi, j'y tiens aussi. On a échangé avec Lionel et il est absolument nécessaire que ce soit des positions communes. On est bien dans une phase d'indemnisation. On n'est pas là pour faire payer à l'État des DPE. Donc, il faut être aussi responsable. Il faut démontrer que nous sommes une filière professionnelle extrêmement responsable de nos actes et assumer les erreurs des autres. Mais il va falloir que derrière, on puisse être indemnisé pour cela. Donc, ça demande quand même une grande approche. Il y a des réunions qui vont avoir lieu. On a déjà eu des premiers échanges. Et maintenant, il va falloir qu'on ait des réunions plus fonctionnelles sur tout le processus. Voilà, vous avez répondu à la question de Jean-Claude qui demandait quelles étaient en plus précisément ces propositions d'indemnisation. On y reviendra bien sûr, puisque tout ça est en cours de négociation, puisqu'il s'agit là réellement d'une négociation. L'objectif, c'est que ça soit le plus fluide pour les diagnostiqueurs. Ça, je pense qu'on n'a pas échangé sur ce sujet avec Lionel, mais je suis sûr qu'on a partagé mes avis. Il faut vraiment que ça ne soit pas une charge de travail pour les diagnostiqueurs pour pouvoir se faire indemniser. Ça, c'est la priorité. Le DPE collectif, où en est-on avec ce DPE collectif? Qui peut répondre? Lionel, peut-être? Le DPE collectif, certains éditeurs sont prêts, on commence, mais aujourd'hui, il y a une phase test qui va être faite parce qu'il faut pour le coup le tester et on ne veut pas reproduire les erreurs du DPE privatif. Donc, et sachant que pour le coup, le collectif, il est stratégique. Donc, faut vraiment le calibrer. Et donc là, il va y avoir des phases de test de manière à ce que justement diagnostiqueurs, éditeurs et DHUP puissent bien calibrer les choses. Thierry, sur ce sujet du DPE collectif? Dès le début juillet, on avait annoncé qu'il fallait être vigilant sur le DPE collectif. Effectivement, c'est extrêmement stratégique pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que 70%, alors quand on va interdire les passoires thermiques, c'est principalement le FLG. Le FLG, c'est à la location. C'est une interdiction de louer son logement. 70% des locations sont dans du collectif. Donc déjà, ça démontre que l'implication des notes, des classements F et G sur ces particuliers, sur les appartements, sur ce logement. Donc il y a des conséquences juridiques absolument encore plus lourdes que la maison individuelle. Donc il faut qu'on ait un outil qui soit sérieux, stable, sur lequel on a pu faire des tests, cette fois-ci grandeur nature, sur vraiment un immeuble complet. Derrière, il y a des budgets absolument considérables que l'État va mettre en œuvre pour pouvoir faire de la rénovation énergétique. Le DPE collectif, lui, va s'intégrer dans la loi climat avec le plan pluriannuel des travaux, parce que dans le plan pluriannuel des travaux, qui a été calibré avec des dates précises sur les copropriétés de moins de 10 lots, de 50 lots et 200 lots, je n'ai plus en tête exactement les échéanciers. Le DPE, on en aura besoin pour pouvoir justement déterminer un chemin de travaux de rénovation énergétique. Donc, là encore, c'est beaucoup plus important. Et un DPE, si on fait une erreur sur un DPE d'une maison individuelle, c'est lié à la maison individuelle. Si on fait une erreur sur un DPE collectif, c'est 50 lots, 100 lots, 200 lots, 300 lots qui peuvent être pris en compte.
Et c'est donc évidemment, vous imaginez le problème. Et il faut vraiment, ce DPE collectif, prendre en considération toutes les particularités techniques des logements qui peuvent se trouver sous les combles, sans isolation. Parce que si l'immeuble est finalement en D, mais lui est en G, il va falloir qu'on ait une vision globale. C'est pour ça qu'il y a un groupe de travail qui a été instauré pour le DPE collectif, pour pouvoir mettre en test. Et là, je me félicite moi aussi que ce groupe de travail, ce n'est pas que des diagnostiqueurs et des éditeurs de logiciels, c'est également les fédérations de l'immobilier, la FNAIM, l'USH, probablement l'UNIS, parce que j'ai pas vu l'UNIS, mais je suis sûr que l'UNIS y seront, toutes les parties prenantes sur ce DPE collectif qui a évidemment un enjeu considérable. Merci Thierry. Une question très pratique. Sera-t-il nécessaire d'intervenir de nouveau chez le propriétaire pour la mise à jour du DPE? Ça dépend. Oui, ça dépend. Dans une majorité de cas, si les relevés sont faits correctement, normalement, non. Ouais. Une autre question encore plus pratique. Quel est selon vous le bon tarif à pratiquer pour la réalisation de ces nouveaux DPE? Alors là, les prix sont libres. Certains vont dire que je fais de la politique, mais je respecte la loi. On n'est pas là pour parler des prix. Après, par rapport à ses coûts de fonctionnement et par rapport au prix du marché et au temps qui passe, parce que c'est vrai que sur les nouveaux DPE, on peut passer plus de temps, et ça, on l'a dit. Hein, et du coup, ça justifie une augmentation du prix en phase avec le temps passé. Pas en phase avec le temps d'adaptation, parce qu'on a tous besoin d'adaptation, mais il y a un moment, quand on sera en flux continu, où on aura des temps d'intervention qui, comme tout, hein, quand on sera habitué, et c'est sur ce temps-là qu'il faut se projeter. Et donner un prix, non, je ne donnerai pas. Enfin, moi, je ne donnerai pas de prix. La tarification moyenne, elle est variable en fonction plus des régions. Donc, on pourra toujours dire qu'un prix était plus ou moins élevé. C'est vrai qu'il y a une tarification qui avait été donnée, un prix qu'on avait donné pour faire prendre conscience à l'État qu'on avait un travail beaucoup plus important. Les tarifs qui avaient été donnés, un tarif moyen était de 200 € en début d'année, mais c'était un tarif pour vraiment sensibiliser que l'ancien DPE qui était plus près d'une centaine d'euros, fallait le doubler. C'était donc l'idée de donner l'idée médiatique de donner un tarif. Je rejoins Lionel sur ce point. On ne peut pas donner aujourd'hui un tarif, c'est vraiment différent. Par contre, il faut bien calculer son coût horaire, son temps moyen. Je donne une remarque sur les DPE qu'on a sur les immeubles qui sont construits après 2012, donc qui font partie des immeubles dits BBC. Là, je peux vous dire qu'il ne faut pas se baser par rapport aux données forfaitaire de base du DPE, parce que là, il va falloir travailler précisément élément par élément. Et donc, le travail ne sera pas qu'un travail lié à la mesure chez le client, il y aura aussi un travail documentaire à faire. Il faut maintenant intégrer ce travail documentaire dans le prix de revient du DPE. Donc, automatiquement, les prix ne sont plus les mêmes. Et on n'aura plus les mêmes tarifs aussi sur un DPE collectif ou sur un autre DPE individuel. Donc, le prix est quasiment impossible à déterminer. Merci. Beaucoup de commentaires aussi. Là, le ministère et les technocrates, d'une manière générale, en prennent un peu pour leur grade. Hein. Je n'irai pas jusqu'à lire tout ce qui est écrit, mais c'était assez attendu, évidemment. Je vais vous poser tous les deux la même question et on arrive là bientôt à la fin. On va essayer de ne pas prendre trop de temps non plus, hein, ça fait quasiment 1 heure. Votre niveau de confiance dans cet outil, tout de même, malgré le contexte, à moyen, à plus long terme, dans sa capacité à retrouver une vraie notion de fiabilisation. Tous les deux, on va commencer par Lionel, par exemple. Est-ce qu'on peut arriver à un outil fiable rapidement, relativement rapidement? Alors, on arrivera à un outil fiable, ça j'en suis convaincu, vu le nombre vu la quantité de matière grise qu'il y a autour du sujet, on y arrivera. Il est complexe, il est toujours complexe, mais il est en voie d'être résolu, donc je suis vraiment confiant. Et les enjeux sont tellement importants que de toute façon, les différents acteurs peuvent pas se permettre d'avoir, et on le voit à la prise de conscience des pouvoirs publics et la réaction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un outil qui ne soit pas fiable, qui ne soit pas juste, qui ne soit pas précis. Donc oui, moi, je suis confiant. Et encore une fois, la logique et l'implication de tous les intervenants, là, ces jours-ci, est beaucoup plus intense
qu'elle n'était au 1er juillet. Donc voilà. Alors après, il y aura peut-être quelques jours de décalage, mais on y arrivera d'une façon certaine. Thierry. L'outil, le DPE, c'est ce qu'on explique régulièrement, c'est que c'est le thermomètre de la rénovation énergétique. C'est l'outil de base, c'est l'épine dorsale de notre profession pour moi, et c'est vraiment le phare de la rénovation dans sa globalité. Tout est basé par rapport au DPE, les audits énergétiques, on a parlé tout à l'heure, toute la programmation, les aides, les C2E, ma prime rénov, tous les aides que l'État mettra soit en place ou les collectivités territoriales se basera sur un seul outil, c'est le DPE. Donc la responsabilité de cet outil est absolument fondamentale. Sa fiabilisation est en marche. De toute façon, elle sera toujours en marche, elle sera toujours en termes de contrôle. Il y aura toujours des vérifications parce que le budget, je dirais tout simplement Bercy derrière, veille au grain parce qu'il va falloir débloquer de l'argent. Donc il y a intérêt à être sacrément fiable. Donc, moi, j'ai confiance à l'outil, j'ai toujours eu confiance à cet outil. Je sais que c'est un outil complexe, puisque, pour rappel, c'est quand on fait de la RE 2020, on fait de la RE 2020 par rapport à des bâtiments neufs, bâtiments à construire. Mais le DPE a une grande particularité, c'est qu'on doit calibrer la performance énergétique d'un bâtiment sur au moins 2 à 3 siècles d'existence du bâtiment. Donc, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, évidemment, sur de l'ancien que sur du neuf. Donc, je crois évidemment à la fiabilité du dispositif très, très, très fortement. Et ça sera assez vite. Chose très importante, c'est que la crise qu'on a vécue, alors j'ai tendance à toujours regarder le verre moitié plein que le verre moitié vide, va donner un avantage, c'est que les particuliers se sont sensibilisés, les particuliers se sont véritablement sensibilisés sur cet outil, on s'est rendu compte des problématiques, donc on a en quelque sorte un volet médiatique négatif, à nous de savoir d'être suffisamment perspicace et opérationnel pour le rebasculer de l'autre côté. Je crois que le Diagnostiqueur a un travail fondamental à faire en pédagogie auprès de ses clients et de ses donneurs d'ordre. Bon, il est 11h57, hein, il y a beaucoup trop de questions. On parle beaucoup du tarif, évidemment, mais de l'audit également, on y a répondu. On va bien sûr attendre, hein, je le rappelle, il y a 2 arrêtés hein, qui vont paraître très bientôt, dans le courant de la semaine prochaine, avec une entrée en vigueur immédiate. Donc évidemment, on va revenir hein, sur le contenu de ces arrêtés. Thierry, Lionel, on connaît maintenant le contenu de ces arrêtés. Vous en avez la connaissance et il n'y aura pas de surprise, hein, je veux dire, dans les textes qui vont paraître là la semaine prochaine. Les arrêtés, ils correspondent à ce qu'on a expliqué sur les modifications du moteur. Et donc, il n'y aura pas de surprise. Non. Là, il n'y aura pas de surprise, c'est validé. On l'a vu ensemble, tous ensemble. Donc, il n'y a pas de surprise. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment, Thierry Marchand, Lionel Jeannot, d'être venus à ce webinaire Diagactu pour faire le point. On reviendra, de toute façon, on y reviendra parce que, évidemment, le nouveau DPE, on n'a pas fini d'en reparler. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais c'est ainsi. Donc, évidemment, on aura l'occasion de faire le point dans le cadre de ces événements interactifs. Merci à tous les deux et puis merci à tous ceux qui étaient avec nous, 232 en simultané, plus de 400 inscrits. Évidemment, le sujet intéresse beaucoup. Merci à tout le monde. Je rappelle que le webinaire est enregistré et que vous pourrez donc le revoir dès cet après-midi sur le site Diagactu. Merci Lionel, merci Thierry. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir Lionel.